dans les années 2000, il y a eu le boucan que nous tous on a fait avec tout ce qui a suivi, tout ça, on avait sorti d'autres singles. Et aujourd'hui, je me dis que ça perd un peu cette manière de... Aujourd'hui, quand tu vois en Côte d'Ivoire, tout le monde fume le cigare pratiquement. C'est devenu comme une culture, comme la cigarette. Donc du coup, j'ai dit, mais pourquoi ne pas rendre hommage à ces jeunes gens-là pour leur montrer que bon, c'est notre manière à nous de se distraire. Voilà comment l'idée de Koiba est arrivée. À la base, c'est pour frimer, comme le cigare, on crapote. Donc c'est pas quelque chose qui agit sur la santé. Donc... 2-3 personnes, tu traînes avec une personne, il te voit en train de fumer, crapoter, il se dit, bon, oh, tiens, attends, je vais goûter, donc au fur et à mesure. Et Dieu merci, aujourd'hui, il y a une chose que je salue vraiment en Côte d'Ivoire à ce niveau, c'est que aujourd'hui, tous les jeunes gens, les jeunes Ivoiriens savent se débrouiller d'une ou d'une manière. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui ont une petite stabilité, même les jeunes filles. Donc du coup, le train de vie de l'Ivoirien a vraiment évolué. C'est ce qui fait ça. À la base, au début, c'est comme quand un être humain veut fumer. Au début, c'est juste, il fume pour le fun. Mais après, ça devient une habitude, donc du coup, tu ne peux plus t'en passer. C'est la même chose dans le cigare. Au départ, c'est juste pour frimer, juste pour le fun. Et après, ça devient une addiction. Tu as besoin de ça pour vivre. Mais je veux dire, quand je dis les jeunes gens aujourd'hui, je parle d'avant, il y a 10 ans en arrière, les jeunes Ivoiriens n'étaient pas dans entreprendre. C'était plutôt chercher à aller à l'école, avoir du boulot et aller travailler. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles, jeunes gens que j'entends qui sont dans l'immobilier, qui sont dans comment on appelle le truc là, comment ils appellent ça, ils vendent des terrains. Ils font beaucoup de choses. Donc, il y en a qui font des plantations, il y en a qui font de l'élevage. Tout ça, donc, ça c'était des choses, il y a 10 ans, 15 ans, c'était pas évident. Même, y compris moi, je faisais mon entrepreneuriat, mais je ne pensais même pas un seul instant faire certaines choses qu'aujourd'hui, je suis en train de faire. Moi, tout ce qui était dans ma tête, c'était de comment trouver de la marchandise ici, envoyer en Afrique pour aller le vendre. D'où je faisais des conteneurs électroménagers. Mais aujourd'hui, les gens, ils restent sur place là-bas. Ils ont compris qu'ils peuvent vendre la ticket, ils peuvent faire le business dans l'immobilier. Donc, il y a beaucoup de jeunes sociétés. Moi, aujourd'hui, j'ai mon architecte en Côte d'Ivoire qui est un jeune. C'est un jeune quand même. Je peux même dire gamin pour ne même pas lui manquer de respect. Mais si tu vois les réalisations du monsieur, j'ai dit chapeau. Dans cela. Pour l'instant, je compte faire investir je veux faire une succursale de ce que je fais ici en Afrique, mais d'une autre manière. Donc pour l'instant, je suis au niveau des paperasses. Si on arrive quelque part qu'on m'identifie simplement à Vital, tout le temps Vital, non. Avant Vital, j'ai une vie et puis j'ai mon nom à l'état civil. Soit tu m'appelles par mon nom à l'état civil, soit tu m'appelles par mon propre nom, soit tu m'appelles par un surnom qui est Marco. Voilà. Après, si tu veux ajouter le compagnon de Vital, des trucs comme ça, c'est pas un problème, ça ne me gêne pas. Alors, je nais en Côte d'Ivoire, je grandis en Côte d'Ivoire, je grandis à Democro, j'ai eu un parcours très difficile et ça, il faut que je l'avoue aux jeunes gens qui nous regardent. Je pense que ça va servir d'exemple à certaines C'est le but surtout. Alors, je grandis à Demokoro parce que je vais à l'école. Je grandis à Djamé parce que je vais à l'école. Je grandis à Makori parce que je vais à l'école. J'ai fait Toumoudi, j'ai fait Bokanda, 13 villes. J'ai pratiquement parcouru toute la ville d'Abidjan. Tout ça à la recherche du bonheur. Parce que quand tu nais dans une famille où je dirais pas pauvre, parce que le mot il est trop fort en disant pauvre, mais une famille qui a du mal à joindre les deux bouts, où tu tu grandis avec une maman, je suis l'aîné de ma mère. Donc tu grandis avec elle, elle était jeune à cette époque, parce que ma mère elle est illettrée à la base. Elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école comme ses frères. Par contre, tous ses frères sont allés à l'école. Frères et sœurs, ils sont tous allés à l'école, comme en l'occurrence c'est Prince Kofi, dont on parlait tout à l'heure, que mon nom, c'est le petit frère. Ma mère, il est allé à l'école, il a dit. Mais ma mère, si vous voulez, entre guillemets, elle a été le sacrifice. Je n'ai pas dit l'enfant mal aimé, c'est trop dit, mais je dis qu'elle n'a pas eu cette chance-là d'aller. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas appréhendées dans les premières heures. Donc très jeune, moi je suis arrivé, elle devait avoir 19, 20 ans comme ça, quand moi je suis arrivé. Du coup, le monsieur il s'est tiré. Bon, on se débrouillait comme ça, tous deux. Bon, de temps en temps,
les oncles, c'est-à-dire ses frères à elle, ses tantes ses soeurs à elle, qui sont mes tantes. De temps en temps, ils donnaient un coup de main, mais vous savez, quand vous n'êtes pas venu des entrailles de quelqu'un, c'est différent, c'est pas la même chose. Donc du coup, moi, j'avais compris très tôt que si je quittais pas là, ce milieu-là, j'allais pas pouvoir m'en sortir. Donc à l'âge de 12 ans déjà, je me suis pris en charge. À 12 ans déjà, j'étais déjà dans les rues. Et Ah, dans les rues carrément? Carrément. Parce qu'il fallait que je trouve un refuge. Donc, quand je parle de rue, c'est pas aller traîner comme les enfants de rue, on l'entend. Non, non. J'ai déjà passé des nuits blanches dehors. Ça arrive à tout le monde, tout jeune gens à Abidjan. Mais je dis que il fallait que je trouve un endroit où dormir. Il fallait que je me prenne en charge. Donc très tôt, moi déjà, il partait à Djamé, au Black. Je vais dire, j'ai eu la chance d'être rusé et intelligent à la fois. Parce que moi, je partais très tôt avec 1000 francs, 2500. Je partais à l'époque, notre ancien président Félix Houphouët-Boigny ne voulait pas de friperie en Côte d'Ivoire. Pour lui, c'était ridicule, c'était son peuple, il ne voyait pas ça dans son peuple à l'époque. C'est un peu comme quand ils ont voulu faire venir Bob Marley, il a refusé carrément parce que pour lui, Bob Marley, il est catalogué par rapport à ce qu'on sait. Donc il ne voulait pas que le peuple ivoirien soit éduqué comme ça. Donc à l'époque, c'était les mêmes choses, c'était difficile que ça vienne. Donc les jeunes gens ne s'intéressaient pas beaucoup. Donc nous autres qui avons compris ça, moi je partais avec 1000 francs, 2500, 3000. Quand j'arrivais, je te jure, je trouvais un polo Ralph Lauren. À l'époque, de mon époque, c'était des Ralph Lauren, façonnables, Tommy Hilfiger, Eden Park, ces gens de marques-là qui marchaient bien. Donc moi j'arrivais avec 50 francs, j'avais 25, 100 francs, des choses comme ça. Et moi je ne m'arrêtais pas là. Moi je ne partais pas pour acheter, pour venir faire un magasin pour vendre. Moi j'avais compris, comme j'avais déjà mes oncles qui étaient en Occident, aux États-Unis et en France, moi quand je partais acheter 50 francs, 20, c'est-à-dire qu'avec 50 francs j'ai un polo, une chemise, Ralph Lauren, il y a d'Impact, moi j'envoyais directement au pressing. J'envoie au pressing, je vais laver peut-être autour de 100 francs, 125. À l'époque, tu sais, quand on était encore villageois, la soupline, on ne connaissait pas l'odeur de la soupline, on appelait ça odeur de bengue, l'odeur de l'Europe. Donc du coup, c'est comme ça que moi, je prenais ça. Et je partais, si tu veux, me donner à la valeur ajoutée de ma marchandise. La chose que j'ai eue à 200, moi, je pourrais facilement le revendre à 2500, 1500. Évidemment, avec mon parler là-dessus. Les gens, ils ne connaissent pas. Généralement, les gens, ils te voient comme ça. Ils pensent que parce que tu es dans le yo-yo, on pense que tu es idiot. On ne voit juste que ce qu'ils voient là, dehors de la nuit. Mais derrière, il y a une tête qui réfléchit. Surtout, tu n'as pas le choix. Surtout dans mon cas, là, je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je vais faire? Soit j'acceptais de rester là. Au début de nos relations, j'ai été cash. Je leur ai dit, moi, je ne suis pas en train de chercher une femme parce que dans sa tête à elle, un homme doit s'occuper d'elle. Si c'est ça, madame, vous êtes pas bien tombée, hein, c'est pas moi. Ça ne veut pas dire qu'on n'entretient pas une femme. D'ailleurs, elle fait beaucoup de va-et-vient. Donc, ça veut dire quelque part qu'il y a une communication, on s'entraide. Pour moi, c'est pas parce que moi, peut-être, j'ai les moyens que madame doit rester là, comme ça. Non, pour moi, parce que je suis un être humain. Du jour au lendemain, je peux traverser la route là, et puis on me dit non, on vous appelle 30 minutes après pour vous dire non, votre mari n'est plus. Qu'est-ce que tu deviens? Donc pour moi, je ne suis pas le mec qui a peur qu'une femme ait les moyens, ou bien qu'une femme elle est autonome, pour dire que, parce que généralement en Afrique, c'est ce que les gens, c'est comme ça fonctionne. Les hommes ont une stratégie de maintenir les femmes dans la précarité. C'est-à-dire, le monsieur il a 500 000 francs CFA le mois, il préfère avoir 2-3 nanas, que lui va les maintenir dans la précarité parce qu'il s'est dit dans sa tête, si elle devient indépendante, elle va me laisser. Donc il endort avec 50 000, 70 000, 100 000 le mois. Ça c'est au bas d'échelle. Hein. Après ça augmente. Si les sentiments sont là, ensemble vous pouvez faire beaucoup de choses. Bon, on peut le constater aussi que Vital a un peu changé, non?